Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices d'Afrique. Alors aujourd'hui, je vais vous partager la rencontre qui a eu lieu au Salon africain de Genève en mars dernier entre les autrices Ki-Emis et Emily Bloom. Alors personnellement, je trouvais que cette rencontre était vraiment un des moments forts du salon. Il y en a eu d'autres aussi, mais ça a été vraiment un moment que j'ai trouvé fabuleux. Non, c'était vraiment un moment magique, mais je n'en dis pas plus. Je vais vous laisser là dans un moment découvrir. Parce que je voudrais absolument faire deux annonces. D'abord, je rappelle que jeudi prochain, 6 juin, à 18h30, il y a la rencontre avec Jean Bofan à la bibliothèque Hergé d'Etterbeek à Bruxelles. Il reste encore de la place, inscrivez-vous. Il faut s'inscrire directement sur le site de la bibliothèque Hergé. Bien sûr, en barre de description, je vous mets le site de la bibliothèque Hergé. Comme ça, vous pourrez directement vous inscrire et je vous en remercie déjà. Alors, un tout grand merci à toutes les personnes qui se sont rendues jeudi dernier, 30 mai, à la bibliothèque Hergé pour m'écouter, partager mes coups de cœur. Encore un tout grand merci de votre présence, de votre participation et de votre soutien. Je voudrais aussi ajouter que les personnes qui n'ont pas pu venir assister à ma présentation du 30 mai dernier, si vous souhaitez recevoir la liste de mes coups de cœur, mentionnez-le dans les commentaires. Et alors, quand vous avez l'occasion et si jamais vous avez l'occasion de venir à la bibliothèque Hergé lors de la rencontre avec Jean Bofan, je vais prévoir des listes pour vous. Maintenant, je vous laisse avec Ki-Emis et Emily Bloom. Excellente semaine à vous. À tout bientôt. D'être avec vous, Emily Bloom, Ki-Emis, ce matin pour parler de vos 2 dernières œuvres. Vraiment, je me réjouis, c'est un enchantement. Et avec la poétique de Gladys, qui a trouvé ce titre, Les Hirondelles. C'est une jolie entrée en matière car apparemment la symbolique liée aux hirondelles, c'est un signe de fidélité, de famille, de loyauté et, comme tout oiseau, de liberté. Et en effet, vos 2 œuvres ont en commun de parler d'espoir, de rêve, de liberté. Et c'est sur ces sujets notamment, mais aussi de désillusion, qui dit rêve, dit aussi beaucoup de désillusion parce que bon, nous vivons quand même dans la 3D, ces sujets sur lesquels nous allons donc parler. Donc 2 romans très poétiques. Donc Le rêve du pêcheur, écrit par vous, Emily Bloom, et Fleurir, écrit par vous. Premier roman. On vous connaît surtout comme poétesse, Ki-Emis. Qu'est-ce que ça fait d'écrire un roman après la poésie? Poésie que vous n'oubliez pas, elle est très présente. Non, la poésie, elle va rester là. D'abord, je vais juste commencer par dire que je suis enchantée, je pense que ça se voit sur mon visage, d'être en ta compagnie et en la compagnie d'Emily Bloom, qui est une inspiration, que je lui ai déjà dit, mais je suis vraiment fan de son écriture depuis les maquisards notamment, que j'ai lu et relu et relu. Et pour revenir sur la question du roman, qu'est-ce que ça m'a fait d'avoir un premier roman? J'ai une admiration renouvelée pour les romanciers et les romancières. Parce que c'était extrêmement dur à écrire. C'est un ouvrage qui a été assez compliqué. Je l'ai écrit en 2 ans. J'ai eu la chance d'être très bien accompagnée par mon éditrice et mes éditeurs de manière plus générale. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une différence entre écrire des formes plus fragmentées et écrire voilà, quelque chose où il faut une forme romanesque, il faut une histoire, il faut emporter des gens, il faut raconter quelque chose. C'est clairement un exercice totalement différent. Donc voilà, j'en sors avec une envie de continuer à écrire des romans, mais vraiment un vrai... un respect mais renouvelé pour les romanciers, les romancières qui font ça de manière très régulière. Vraiment, c'est waouh. Bon, on se réjouit déjà de parler de ce que vous avez accompli à ce jour et Fleurir et
et refleurir, à ce jour et pour la suite. Emily Boom, donc un roman qui n'est pas votre premier roman, des thématiques quand même qu'on trouve de manière assez transversale. On retrouve l'amour, on retrouve le Cameroun qui vous est cher. Ce qui surtout est intéressant et en plus présent dans vos deux œuvres, c'est que on est dans ce qu'on pourrait nommer une biographie familiale, collective, avec des personnages extrêmement bien travaillés. Mais voilà, quelque chose aussi qui nous rapproche du commun, de l'ordinaire et au-delà des grandes structures qu'on comprend que vous dénoncez, ou en tout cas que vous mettez en lumière, voire dénoncez au niveau micro. Mais voilà, qu'est-ce qui vous a inspiré cette approche d'aborder la question du rêve, de la libération en contexte colonial et post-colonial à travers cette biographie familiale? D'ailleurs, est-ce que c'est comme ça que vous la qualifiez vous-même, hein? Bonjour à tous et merci d'être là pour cette dernière journée au salon. Moi, je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui et de me retrouver avec Kiemis et de me retrouver avec Pamela, parce que autant Kiemis dit son admiration pour les romanciers, autant moi j'ai une grande admiration pour les poètes. Je trouve qu'on peut se remettre d'un roman raté, c'est pas grave, mais un poème raté... c'est terrible et je n'ose pas. J'ai tellement tu vois, ça reste un domaine dans lequel j'avance à très petits pas. Et pour ce qui est de ta question, Pamela, en fait, l'idée pour moi, c'est de dire que nos vies sont éminemment romanesques. Parce que quand moi j'ai appris à lire dans toute la littérature qu'on connaît, dans toute la littérature occidentale qui nous venait de partout. J'ai grandi à Douala. Et tous ces personnages que je rencontrais dans les livres, pour moi, c'était déjà ordinaire. Et quand je terminais de lire n'importe qui, Victor Hugo, Balzac, n'importe qui, j'avais immédiatement envie de dire, ah oui, mais moi aussi, il faut que je vous raconte l'histoire de la voisine, de la tata, parce que je trouvais que dans notre entourage, il y avait des histoires tellement incroyables. Et au fur et à mesure que j'écris, j'ai envie d'incarner toutes ces histoires, parce que je pense que la grande histoire est faite aussi de ça, de toutes nos subjectivités et de tous nos narratifs intimes, quoi. Et c'est ça qui m'inspire. Et toi, Kélis, ça va si on se tutoie? Oui, ok, d'accord, parce que sinon ça va faire bizarre. On se tutoie, ça vous donne pas le droit de me tutoyer. Kélis, donc toi aussi, tu as cette approche vraiment, et c'est ce qui m'a marqué, d'une histoire à la fois très ordinaire. Ça pourrait être l'histoire de nous-mêmes, ça pourrait être l'histoire de nos mères, de nos grands-mères. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, il y a une inspiration grand-maternelle dans la figure d'Andoun. Tout à fait. Andoun est l'histoire, je dirais, à 80-90% inspirée de l'histoire de ma grand-mère. Et je me reconnais tout à fait dans ce que dit Emily. Effectivement, moi, je voyais l'histoire de ma grand-mère comme une épopée. Comme une épopée formidable avec ce personnage que j'ai aussi agrandi évidemment, mais ce personnage mythique, légendaire même, de ma grand-mère, et cette capacité, bon, on en parlera un petit peu plus de manière plus approfondie peut-être tout à l'heure, mais cette capacité à rebondir, cette capacité à pouvoir traverser en fait ces épreuves et continuer à exister, ce qui me paraissait totalement irréaliste de mon point de vue. Et donc je me suis dit, ben là j'ai aussi besoin d'héroïnes, j'ai besoin d'une mythologie, j'ai besoin d'une légende, d'un mythe, et le mythe est proche. Le mythe, finalement, il est proche. Et je pense que on a la chance, en tant que romancier et romancière, de pouvoir ajouter de la magie, de pouvoir ajouter des étoiles. C'est quelque chose de très beau. Et je pense que je voulais dédier ce pouvoir à cette personne qui, de fait, peut être considérée comme ordinaire, je mets vraiment des gros guillemets, mais qui, de fait, est extraordinaire, en fait. Et bon, il faut aussi le dire, cette personne... voulait vraiment que j'écrive son histoire. Donc elle aussi, je pense qu'elle avait aussi, ouais. mais du coup, je pense que ça c'est très fort aussi de pouvoir se dire. Je dis souvent que Andoun, mon héroïne, et un petit peu ma grand-mère, elles sont un peu prétentieuses. Mais en fait, c'est miraculeux d'être prétentieuses à leur place. Parce qu'en fait, tous les
tous les ramènent à leur position d'ordinaire. Elles sont censées être basiques, etc., etc. Et elles ont cette croyance en leur brillance. Et ça, je trouve ça mais vraiment miraculeux, en fait. Et c'est ça que j'avais envie de raconter aussi. Ouais, et ça transparaît vraiment hein, dans le roman. Alors, qui est, selon vos mots, Andoun? Comment est-ce que vous pourriez la présenter à un public qui n'a pas lu? Parce que si moi je la présente, je vais vous le spoiler. Je me connais. Donc, qui est pour vous Andoun? Comment est-ce que vous la présenteriez à un public qui souhaiterait la rencontrer de lui-même? Alors, Andoun, c'est une jeune femme qui naît dans le Mbam, dans le centre du Cameroun, dans les années 50, et elle est traversée par un rêve. Elle rêve de fleurs jaunes. Et de ce rêve, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de fleurs jaunes là où elle vit. C'est quelque chose qui est totalement étranger à ce qu'elle connaît. Et ce rêve, en fait, s'enracine en elle. Et vous allez voir la métaphore du terrain, des fleurs, du printemps est très présent. Parce qu'il s'enracine en elle et en fait, il a fait vivre des expériences extraordinaires. Parce que en elle s'enracine cette croyance qu'elle n'est pas faite pour être là où elle est. Elle n'est pas faite pour être... là, je spoil un petit peu, mais elle n'est pas faite pour... suivre le chemin qu'on a dit d'elle, c'est-à-dire c'est une femme dans un espace rural plutôt traditionnel, d'ailleurs comme beaucoup d'espaces ruraux. Et donc on la destine à quelque chose de assez, j'ai envie de dire basique, mais c'est pas basique en fait, je dirais conventionnel. Se marier, avoir des enfants, etc. Elle se dit non, mais moi c'est pas ça ma vie. Ma vie, c'est de briller. Et donc, le problème, c'est que disons que les gens qui croient ça ne sont pas nombreux autour d'elle. Son père y croit, mais c'est contrarié. Et donc on la suit comme ça, de son enfance à son adolescence, à l'âge adulte, et elle est traversée par cette foi déraisonnable, parce que de fait, c'est vraiment quelque chose qui dépasse la raison, en son droit à la lumière. Voilà. Ouais. Et alors, mon interprétation, c'est qu'en fait, ce rêve, c'est son âme qui la rappelle à elle-même. C'est qu'en fait, elle rêve de ce pourquoi elle est arrivée. Et on dit souvent, quand on s'incarne, quand on est, ben, on oublie souvent pourquoi on est là, à moins que quelqu'un nous rappelle à notre naissance par le nom, par la lignée, par la transmission. Et dans son cas, à elle, c'est le rêve. Et à elle de cheminer, mais elle a une petite carte en main. Mais ça, c'est mon interprétation de ce rêve-là. Justement, le rêve, il y en a un qui rêve beaucoup, Zacharia. De quoi rêve Zacharia alors, Zacharia, père, car nous aurons aussi Zacharie, nuance importante, fils. De quoi rêve Zacharia? Vous m'entendez? Avant de rentrer là-dedans, je veux dire quelque chose sur Reflérir, le roman de Kémis. D'abord, je voudrais dire, et c'est une petite fierté personnelle complètement gratuite, elle et moi, on vient du même coin du Cameroun. Merci d'applaudir. Et on vient du Mbam et notre région est appelée comme ça parce qu'elle est traversée par un fleuve et nous sommes très peu nombreux. On se rencontre jamais. Donc, quand je lis son livre et que je vois Nyokon dans un livre, comment est-ce possible? Et donc, il y a ce truc tout de suite où j'ai accroché, je me suis dit, c'est quand même pas possible. En fait, si. Et ce que tu dis à propos du personnage de ta grand-mère qui veut briller, j'ai trouvé ça extra, la façon dont elle affirme à chaque fois, je ne suis pas à ma place, je ne serai pas à la place comme ainsi. Et même son père qui la soutient, il la soutient jusqu'à un certain point. Parce qu'à un moment, elle est tellement pas conventionnelle qu'elle commence à poser problème. Et son père lui dit, ok, tout ça est bien gentil, mais d'abord tu coûtes cher et puis tu abuses, tu respectes rien. Et elle va au-delà de tout, elle repousse les barrières. Même quand elle fait les ménages, elle est toujours debout et droite dans une forme d'orgueil qui la maintient droite. Et le fait que tu dises maintenant qu'elle-même, elle t'a dit, écris mon histoire parce que quand même, je suis pas n'importe qui là où tu me vois là. Et je trouve ça génial. Donc, le rêve du pêcheur, de quoi rêve le pêcheur? Le pêcheur rêve il rêve d'ailleurs, en fait. Lui aussi, il rêve de briller.
il rêve d'être un petit garçon extraordinaire, il rêve d'épater ses copains, il rêve de réussir à l'école. Et tout ça est contrarié parce que lui, pour le coup, c'est un personnage assez moyen. Alors quand la modernité s'installe dans son village et lui permet de gagner plus d'argent et d'être l'homme qu'il pense, de la façon dont il pense que les hommes doivent être, en fait, il plonge dedans. Tout d'un coup, il se réclame de cette importance-là et ses rêves s'agrandissent. Ouais. Et le rêveur est aussi l'amoureux de Yalana. Hein? Oui. Le pêcheur est aussi père de famille. Et ce qui est vraiment le nœud de l'histoire, alors je ne sais pas si c'est un grand spoiler, on va éviter, mais en tout cas, le nœud de l'histoire, vous avez dit, hein, on sent qu'il est dans ce village, où il exerce le métier de pêcheur, dans une configuration qui vraiment est chamboulée par l'arrivée des premiers colons européens, mais qui ne sont pas nécessairement que des Français. Il y a la figure du grec, qui d'ailleurs, merci, parce qu'en effet, c'est une diaspora européenne en Afrique qui vraiment, sur le plan économique et commercial, joue un très grand rôle, hein, dans, en tout cas, la prise en charge, voire mainmise économique. Donc, il y a cette figure du grec. Donc, voilà, lui, il se dit, bon, l'école, ça n'a pas vraiment marché, etc. Peut-être que l'argent, ça marche, mais son rêve n'est pas le rêve de Yalana. Quel est le rêve de sa femme? Son rêve n'est pas le rêve de Yalana. En fait, Yalana, elle ne rêve pas de plus que ce qu'elle a. Et au fond, lorsque le rêve vient s'installer dans son couple et que son mari commence à avoir tous ses désirs, ce qui inquiète Yalana, c'est que ça vient bousculer son intimité. En fait, c'est pas comme si Yalana avait une prescience des malheurs qui les attendaient. C'est que l'homme l'homme qu'elle voit aujourd'hui n'est pas le même. Elle sent que profondément son intimité est mise en danger. Si elle n'arrive pas à saisir tous les contours du danger, elle le pressent néanmoins. Et c'est aussi pour ça que l'amour, tel que je le décris là, c'est pas Roméo et Juliette, la passion, le coup de foudre, etc. Non, c'est vraiment un amour conjugal, profond et ancré dans un territoire, dans une façon d'être, avec une famille, voilà, c'est quelque chose qui est aussi lié au lieu finalement. Il y a une façon d'être. Et quand ils rencontrent des difficultés ils savent pas les aborder. Ils savent pas parler. C'est pas quelque chose qui se dit. C'est pas des gens qui vont aller faire une thérapie de couple ou s'asseoir. D'abord, ils se disputent pas beaucoup dans leur histoire. Leur couple est très physique et dans une tendresse très présente et à la fois discrète. C'est un amour conjugal, voilà. Et c'est là-dedans, dans cette vie qui constitue le cœur de son existence, que Yalana se sent attaquée parce que son mari, tout d'un coup, rêve d'ailleurs. Ouais. Et en rêvant d'ailleurs, alors il y a un dénouement, en tout cas un drame qui se produit, hein, où en fait son rêve à lui se matérialise, mais il se matérialise en contexte colonial et en fait dans la dépossession. Donc en fait son rêve se réalise, mais quand il se réalise, ça devient le cauchemar de sa famille et c'est un cauchemar en fait communautaire qui se met en place et qui éventuellement mène la famille à se fractionner. On ne rentrera pas dans les détails du drame. Par contre, retenez qu'il y a ensuite un deuxième personnage, hein, qui évolue en dialogue constant, c'est Zacharie fils, et on reviendra sur Zacharie fils. De quoi rêve Andoun, à part le rêve des fleurs? Quelle est l'aspiration d'Andoun? Parce que dans une lecture, on pourrait dire, entre guillemets, simpliste, on se dirait, Andoun, c'est, et là je caricature à outrance, mais ce serait une fille du village qui aspire à un certain confort matériel, à une certaine vie conjugale. Mais alors la vie conjugale, et ça c'est vraiment un thème, mais je trouve que tu as excellé dans la description de toute l'ambiguïté que c'est qu'en fait on comprend qu'Andoun veut quelque chose, mais elle n'est pas très au clair de ce qu'elle veut dans cette conjugalité. Hein. Tout à fait. Je crois qu'il y a alors déjà, j'aimerais juste revenir sur la question du rêve qui bouscule les familles, parce que je pense que alors c'est très important dans ton livre, mais dans le livre d'Andoun, c'est aussi capital. C'est vrai que je présente Andoun comme un personnage, comme je dis, mythologique, une héroïne, etc. Mais il faut aussi se dire que son rêve, il bouscule toute sa famille. Quand on bouge et quand on est lié à un collectif, à une communauté, quand on change de chemin, ça a des répercussions
en fait, ça résonne dans les corps et dans les espaces et dans les familles. Et ça modifie aussi les familles de tous ceux qui sont autour de nous, de tous ceux qui sont rattachés à nous, en fait. Et c'est ce qui se passe aussi avec Andoun. Et Andoun, je dirais que ses rêves sont très contradictoires parce que il y a une part d'elle qui rêve d'être cette femme dont je parle, les femmes de Bonanjo. Bonanjo, qui est un quartier assez cossu de Douala, qui sont des femmes qu'elle idéalise, qui ont une vie, je dirais, de douceur, de luxe. Les jeunes d'aujourd'hui diraient c'est la soft life. Voilà, elles sont riches, elles ont des domestiques. Andoun fait partie quand même d'une catégorie de population qui est pauvre. Donc il y a une question d'ascension sociale, mais voilà, d'appartenir à cette classe, la classe du plaisir, je dirais. Le problème, c'est que du fait de sa traversée dans ces mondes différents et son rêve qui modifie aussi son rapport aux autres, Andoun, elle est un peu à l'étroit aussi. Elle peut plus juste être cette femme douce. Parce qu'en fait, le monde ne lui permet pas d'être la représentation de la féminité, c'est-à-dire une féminité qui ne travaillerait pas, qui serait entretenue, qui serait... Donc il y a une modification de ça, parce que à la fois elle continue à arriver de ça, mais en même temps, ces endroits-là sont très étroits. Sont très étroits et ne correspondent plus à qui elle est en fait. Et donc, on voit comme ça que ça change. Elle voulait d'abord être entretenue. Ensuite, ça, j'en parle un petit peu, mais je le mentionne très rapidement. Mais elle voulait aussi devenir entrepreneuse parce qu'en fait, elle se rend compte que, elle commence à gagner aussi son propre argent. Et puis, gagner son propre argent, ça veut dire aussi acheter sa liberté. C'est-à-dire, ça modifie aussi son rapport avec le reste de la famille. Mais ça modifie de fait son rapport avec les hommes. Parce que quand on est une femme et qu'on gagne son argent, c'est pas la même chose que d'être une femme entretenue. Voilà. Et c'est pas commun, je dirais. Donc, voilà. Donc, ces rêves sont ambigus. Je dirais qu'il y a certaines personnes ont dit ça, et je vais le dire aussi parce que la danse, c'est quand même très présent dans mon livre. Il y a une danse entre ces rêves, entre ces contradictions. Et je crois que c'était important aussi pour moi de la noter parce que, au-delà de la personne qui m'a inspirée, j'avais envie de parler de ces contradictions qui nous traversent aussi en tant que femme de manière très rapide. Je trouve que ça nous rend humains. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Et même si j'avais envie de construire ces personnages mythologiques, même dans la mythologie d'ailleurs, elle est très très humain. Et je trouve que ces contradictions, ces paradoxes, ces difficultés à gérer ces propres contradictions, ça rend le personnage aussi, quelque part, aussi un peu proche de nous, malgré son côté un peu héroïque. Ouais. On reviendra, parce que vraiment c'est un sujet aussi transversal dans vos deux œuvres, l'ambiguïté de l'ascension sociale à travers le couple, car là on a parlé d'Andoun, mais on reviendra aussi sur Zacharie, qui lui aussi, il y a une ambiguïté qui se joue là. Mais avant de parler de ça, il y a, et tu l'as mis en exergue, la question de la famille. Et moi, ce qui m'a paru assez frappant d'ailleurs dans les deux cas, mais alors vraiment de manière flagrante dans le cas d'Andoun, c'est à quel point les familles sont briseuses de rêves. Ouais. C'est dur. Hein. En fait, c'est très dur. En fait, j'ai à la fois envie de dire oui et à la fois j'ai envie de dire c'est plus compliqué. Est-ce qu'on peut... Alors, protéger, est-ce que c'est briser? Je pense qu'il y a une envie... Alors, il y a deux choses, de mon point de vue. Hein. Il y a une envie pour les familles de voir leurs enfants en sécurité. La sécurité, ça ressemble à la norme. On veut pas que nos enfants soient en danger. Et sortir de la norme, de fait, c'est dangereux. Je pense qu'il faut être au clair là-dessus. Essayer quelque chose de différent, c'est dangereux, en fait. Et donc, cette norme, juste pour préciser, c'est des normes qui sont morales, qui sont liées à quand tu nais fille, assignée fille, tout à fait. la voie de la sécurité et de l'ascension, c'est bien te marier, voilà. Faire des enfants, exactement. Pas trop broncher. Exactement. Et ce qui sont par ailleurs, de fait, parfois, souvent, des endroits de danger. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Mais, de fait, il y a cette partie-là. Il y a donc, cette famille, cette communauté, je dirais, parce que c'est plus général, je sais pas si elle reconnaît vraiment les rêves des individus. Ce qui compte, c'est que la communauté continue d'exister, en fait. Et on part du principe que comment elle existe? En restant comme elle a été.
tout simplement. Sauf que Andoun, ses rêves, ils sont très personnels, je dirais, individuels, ils sont ancrés en elle. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle choisit pour elle? Et ça rentre en contradiction avec cette idée de, bah non, nous on a un groupe, on avance et tout le monde a son rôle et vous remplissez vos rôles et puis point. Ouais. Ensuite, bon ça c'est quelque chose que je peux dire en salon mais que j'ai moins dit, que j'ai pas encore, enfin j'ai un peu développé mais pas trop. C'est pas anormal en fait quand on regarde. Parce que il y a ce que la famille veut et il y a aussi ce que les femmes de la famille disent. Sa mère notamment, elle a des conversations avec sa mère qui sont cyniques. Enfin cyniques, c'est pas cynique mais je dirais qu'ils sont vrais, qui lui disent aussi bon ben à un moment sans spoiler, t'as choisi de ne plus être femme et je mets des gros guillemets, hein. Tu es l'homme de la famille, parce que c'est ça qu'elle lui dit à un moment. Et ben allez. Donc est-ce que la famille est briseuse de rêves? Je pense que oui. Et je pense que les personnes qui sont dans la famille ont aussi des rêves brisés. Donc je pense que c'est difficile de faire éclore des rêves chez les autres quand nous-mêmes, on a dû sacrifier nos propres rêves pour faire avancer la communauté. Donc, je crois qu'on est vraiment dans des... Enfin, de mon point de vue aussi, parce que c'est moi qui écris le livre, on est vraiment entre des tiraillements de... Qu'est-ce qui fait communauté? Ouais. Et qu'est-ce qu'on sacrifie à la communauté? Et qu'est-ce que ça fait de sacrifier? Parce que c'est important aussi de voir que Andoun, dans le livre, je veux pas tout spoiler, mais elle se détache jamais totalement de la famille. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Tu vois, et parfois, il y a des solidarités qui se créent, qui sont des solidarités toxiques, ambiguës, mais qui lui permettent aussi d'aller dans certains endroits. Donc, c'est vraiment très ambigu. Voilà, ouais, c'est le mot. Ça me fait directement penser à Zacharie, mais en fait, en pensant à Zacharie, je pense à Achille, qui est son meilleur ami d'enfance et d'adolescence, et finalement aussi on le retrouve à l'âge adulte. Achille, a priori, rien. Donc Zacharie est en ville, hein, il grandit en ville, et il est le fils de Dorothée, qui est la fille de Zacharia. Y compris la lignée. Ok, ça c'est quand même important. Et donc, Zacharie, on comprend que lui, il est un peu posé là, avec pas de transmission de la part de sa mère. Et d'ailleurs, c'est le grand enjeu pour lui. Hein, et on reviendra sur ce sujet. Finalement, le rôle de la transmission dans l'identité, la capacité d'être soi. Hein, tu parlais le rôle du rêve individuel dans le collectif, mais vraiment, il y a aussi qui sommes-nous pour faire collectif? Et je pense que là, il y a aussi quelque chose qu'on a biaisé à surcollectiviser certaines sociétés. C'est qu'en fait, le collectif peut aussi être la somme des individus qui le composent, quoi, et pas un espèce de magma enfermant. Donc, pour en revenir à Zacharie, mais d'abord via Achille, lui, peut-être qu'il rêvait pas, mais à un moment donné, il s'est dit, en fait, soit on avance, il y a une opportunité qui se présente inattendue, soit on reste là et en fait on va finir comme des vendeurs, notamment comme son père, hein, qui revend des habits de seconde main. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette dynamique Achille, Zacharie, et qui finalement mène Zacharie en fait un rêve que lui ne connaissait pas, hein, parce que finalement il part à Paris. Bon. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que Kémis disait tout à l'heure à propos des familles et de dire tout le monde est dur avec les rêveurs. Pour une raison qui est simple, c'est que les rêveurs viennent casser les codes et qu'ils remettent en question une façon de fonctionner qui marche. Ce n'est pas la super liberté peut-être, mais il y a quelque chose là où chacun a sa place. Et ce n'est pas propre aux sociétés africaines. Toutes les sociétés ont besoin d'une façon, d'une norme, d'une convention, de loi, de règles auxquelles on doit se conformer, une façon de faire famille, une façon d'éduquer ses enfants, etc. Et quand les sociétés sont à peu près organisées, il y a cette façon de fonctionner, il y a une forme de soupape où le rêve peut s'adresser. Mais même la soupape est conventionnée.
C'est-à-dire que dans ces sociétés organisées d'une certaine façon, écrites, etc., il y a une soupape pour rêver, mais on ne peut, même ce rêve-là, cette soupape, cette façon de faire est conventionnée. Or, dans les livres que nous écrivons, que ce soit Kémis ou que ce soit moi, les rêveurs, ils n'inventent pas le rêve, mais le danger auquel ils exposent les leurs est réel, parce que l'espace du rêve individuel, tel qu'ils le vivent, sort des conventions. Et il sort des conventions parce que ce qui est proposé à rêver est nouveau. Tout simplement. Quels que soient les rêves qui s'étaient faits avant, c'était pas des rêves d'argent, c'était pas des rêves d'aller s'installer à Yaoundé. Les villes africaines cosmopolites sont assez récentes, hein. C'est les années 50, 60, elles sont nées avec le colonialisme. Donc l'idée que quelqu'un de son village dise je vais m'installer à Yaoundé avec ma famille, même ça, c'est déjà une déstructuration de la communauté. Donc tous ces rêves qui vont venir, auxquels ils ont accès, en fait, on sent bien à quel point ça déstructure profondément la société, et ça vient avec un surplomb qui est le développement. Toute la théorie du développement qui a suivi l'indépendance, c'est de dire la période néocoloniale, on doit parler français, on doit aller en ville, certains ont des voitures, ils habitent des maisons. C'est d'un côté la fabrique de la pauvreté, on n'est plus dans une forme de sobriété, on rentre dans une catégorie de la société, devient pauvre, donc les classes sociales se créent, et d'un autre côté, les riches que les autres commencent à envier. Donc, toute la société se restructure complètement. Et on n'a pas idée à quel point nos sociétés ont changé de façon extrêmement rapide. En 1 ou 2 générations, la fracture est quasiment totale. Moi, je dis toujours, nous sommes de vieux peuples, mais nous sommes de jeunes nations. Et ce qui se met en place aujourd'hui encore, il y a des répercussions. On a encore plein de premières fois. La première fois que ceci, la première fois que cela. Je peux te dire que ici, là, dans ces sociétés, ça fait très longtemps qu'ils ont perdu leur virginité sur absolument tous les sujets. Ça fait des millénaires et des millénaires c'est fini les premières fois. Tu vois? Et tout ça, ça compte dans qu'est-ce que le rêve, comment on rêve et comment est-ce qu'on s'inscrit dans son rêve. Et quand Achille pour revenir à ta question, Achille et Zacharie, en fait, ils rêvent pas. Ils sont à Newbel, ils sont dans une situation, c'est même pas le rêve, c'est juste de la colère. La colère de se dire qu'il n'y a pas d'horizon, il y a juste des trucs de merde qui nous sont proposés, et si on reste, on meurt. Il y a quelque chose qui vient nous froisser tellement que ils vont s'emparer d'une voie qui est une voie de violence dans laquelle ils vont s'inscrire. Et l'évasion va venir de là. Elle est ni conventionnelle, ni attendue, ni même vraiment structurée. Quand Zacharias le pêcheur rêve de partir à Yaoundé, c'est une aspiration, c'est quelque chose vers la liberté, c'est quelque chose qu'il voit comme une façon de progresser, et son âme aspire à ça. Quand Achille met en place son projet pour prendre la route en allant voler quelqu'un, c'est de la colère pure. C'est juste au-delà du rêve, c'est juste une rupture, et l'idée que tant qu'à mourir, ils nous vendront chèrement nos peaux. Ouais. Et ça, c'est vraiment un thème sur lequel j'aimerais vous entendre, parce que il y a une certaine tendance dans le monde francophone de la littérature à aborder, alors en effet, le titre l'indique, France-Cameroun, vous allez dire, mais là, on est beaucoup au Cameroun, la France, là, c'est quand elle arrive. Elle arrive. Mais ce que je trouve très puissant dans les deux récits, c'est que dans l'un ou que ça soit Andoun qui se retrouve à Paris, alors peut-être un peu à nuancer, on reviendra dessus, ou que ça soit Zacharie qui arrive en France, la France n'était pas le pays des rêves, en fait. C'est qu'en fait, la France, c'est un peu le dernier point qui, par hasard, se met sur leur voie. Et puis, ils doivent faire avec. Donc, comment est-ce que vous décrirez, alors, quelle était, c'est plutôt ça la question, c'est pour vous, est-ce qu'il y avait une réflexion sur la manière dont vous vouliez aborder l'immigration?
sujet qui fait couler beaucoup d'encre et où il y a une attente, je dirais, éditoriale. Alors, on n'est pas là pour casser du sucre sur les éditeurs, c'est pas le moment, mais voilà, il y a des fois des attentes éditoriales il faut que la France soit le pays des lumières, de l'accueil, de ci, de ça, etc. Alors là, on est en pleine rupture. Est-ce qu'il y avait de votre part une intention en tant que romancière, mais aussi quand même, vous avez des postures libératrices, féministes marquées, de ne pas reproduire ce trope-là? On commence par vous, Emily. Je vais être un peu... En fait, nous sommes des peuples qui sont appelés à bouger. Nos lieux géographiques sont appelés à être quittés. C'est ça que signifie le progrès et la modernité. On part des villages, c'est-à-dire que la plupart des gens, comme je disais tout à l'heure, à 3-4 générations derrière, tous les Camerounais viennent de leur village. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les Camerounais restent, même quand ils partent loin ou quand ils vont en ville, ils restent très liés à cette entité village. Mais à 3 ou 4 générations près, tout le monde part de son village. Et quand ils partent du village, ceux qui partent en premier, c'est ceux qui ont fait des études. Donc, ceux qui ont avancé de quelque part dans cette idée de modernité et de progrès, la plupart d'entre eux, ils ont abandonné la langue, ils ont abandonné les croyances, ils sont en train de s'inscrire vers autre chose. Première vague, ils vont s'inscrire en ville. Ils vont s'installer en ville, et en ville, ceux qui réussissent, la prochaine étape, c'est l'Europe. Pour ma génération et celle d'avant, en fait, il y avait l'idée de revenir. Par exemple, j'étais en train de regarder, c'est juste pour faire un parallèle. J'étais en train de regarder l'histoire de Manu Dibango qui m'intéresse énormément. Manu Dibango part du Cameroun en 1949 parce que sa famille est à Douala, parce que ils sont ouverts, ils sont déjà dans cette modernité. Mon frère, qui est le premier de chez nous à partir après le bac, il part en 92 et il part comme Manu, c'est-à-dire avec le costume, avec le café pour les gens. Il y a quelque chose de ce départ là aussi qui nous inscrit vers l'ailleurs. Et pendant très longtemps, la France a constitué pour le Cameroun et pour les populations d'Afrique francophone un Eldorado de culture, d'ouverture, quand tu parlais super bien français et que on t'appelait la blanche. Mais la blanche, ça veut pas dire espagnole ou italienne. Pour tout le monde, la blanche, ça veut dire que tu étais française. En fait, il y avait aussi ce côté mais ça c'est inscrit, c'est totalement inscrit dans la colonisation, ça. C'est totalement inscrit dans le moment où on vous dit vos langues ne valent pas la peine d'être parlées. Bien sûr, il faut parler français, y compris dans les comptines que vous chantez à vos enfants. Quand on vous dit les dieux que vous priez ne sont pas des vrais dieux, et voilà ce qu'il faut prier. Quand on vous dit vos maisons en terre battus qui sont là pour supporter votre climat et votre façon de vivre, c'est pas ces maisons-là. Évidemment, il vous faut des maisons en béton. Tout ça, c'est une façon de vous amener vers quelque chose. Et ce quelque chose, pour le personnage de Zach, ça a été la France de façon un petit peu logique. À partir du moment où il est en rupture, à partir du moment où il est en fuite, quand tu pars de Campon, tu es en rupture complètement, dans un pâlissement. Première étape, c'est Yaoundé. Prochaine étape, c'est Paris. Il y a quelque chose qui semble logique dans cette façon d'inscrire son destin vers le rêve. Ouais. Paris est aussi la terre d'arrivée d'Andoun. Mais alors, là, dans le cas, on reviendra sur Zacharie et sa manière d'aborder les questions raciales. Parce que, ce qui est très intéressant, c'est que vos deux personnages, dans un cas, un homme, dans un cas, une femme, ils ont des trajectoires d'arrivée et d'ascension à Paris même qui sont à l'opposé. On dirait, alors Andoun, elle arrive à Paris et la communauté d'accueil, c'est la famille et c'est les Camerounais en fait déjà installés à Paris. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les conditions? Parce que alors là, c'est peut-être important quand même de rappeler que tu écris en partie une histoire inspirée de ta grand-mère et insufflée par ta grand-mère, mais toi tu es parisienne, tu es une Afro-française. Donc on voit cette touche de la France terre d'accueil. Attention, quoi. Tout à fait. Alors déjà, je pense que le personnage que je construis, il est évidemment donc inspiré d'une femme qui, elle, voyait déjà même à l'époque
son passage à Paris, comme peut-être certains, je vais être assez provocatrice, comme certains pensent aller à la fac et faire leurs études à la fac, et notamment Paris souvent, et ensuite rentrer chez eux. Donc c'est important de savoir que le personnage déjà, la personne dont je m'inspire pensait ça. Donc déjà c'est quelque chose qui moi, dans lequel j'ai baigné. Il y a eu cette C'est vrai idée. qu'elle pense faire une formation pour... en fait, elle est dans l'esthétique, elle fait une elle- formation, elle veut rentrer. Et puis, du coup, ça justifie beaucoup de choses aussi dans la construction de son personnage, c'est-à-dire qu'elle est toujours un petit peu à cheval, en fait, entre ces choses, et on voit comment aussi l'arrivée à Paris, parce que du coup, Andoun, on la suit aussi quand elle a un enfant. Son enfant, c'est quelque chose de très clé dans son personnage, la manière dont elle l'a, ce qu'elle décide de faire avec, quand elle décide de partir avec aussi son enfant en France, c'est aussi quelque chose qui signifie beaucoup de sa personnalité, de son caractère. Mais quand elle arrive et donc elle voit la France, je le dis, elle voit la France se délaver sur sa fille, elle voit sa fille perdre sa langue, voilà, il y a tout ça aussi qui pose question. Mais la France, voilà, c'est quand même pour elle, en tout cas la manière dont le personnage construit cette arrivée, c'est pas du tout une arrivée. Il y a une admiration évidemment de l'ex-métropole coloniale. Faut pas se mentir. Hein. La propagande qui montre la France comme étant le centre du monde, eh ben évidemment les gens veulent arriver au centre. En fait, c'est comme des papillons. On ne peut pas s'étonner après avoir fait des siècles de propagande en disant mais ici c'est le paradis sur terre que les gens veuillent aller au paradis. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et on a détruit aussi les endroits qui pouvaient être leur propre maison. Et ensuite on s'étonne de voir les gens arriver. À un moment, faut faire de plus de. Bon, voilà. C'est dit. Maintenant, elle dans sa personnalité, dans son chemin, la France c'est un moyen. Et je pense que effectivement, moi j'avais cette envie de raconter ça aussi, de démystifier la France. Et effectivement, en tant qu'Afro-Français, c'est plus facile, mais aussi de dire que d'assumer le fait que, comme pour certains Français, aller au Canada ou en Suisse, ces États sont aussi des moyens d'épanouissement humain, des oasis, des aires de repos, pour ensuite revenir à la maison. D'ailleurs, le titre original, c'était « Vers la maison ». Donc voilà, le titre original de mon livre, c'était « Vers la maison ». Donc c'est important pour moi de le montrer, effectivement, parce que voilà, je suis poétesse, afro-féministe, etc. Mais aussi parce que je pense que c'est dire la réalité, aussi montrer la réalité de certaines personnes qui ont baigné effectivement dans cette propagande de la France comme étant l'Éden, mais aussi, déjà, cette propagande, elle s'effondre très rapidement quand même. Et ensuite, aussi de dire que c'est un fantasme qui à la fois, je pense, a imbibé les individus, mais parfois, il y avait quand même aussi le fait de dire, mais en fait, ma famille, elle reste quand même à Douala. J'ai des rêves à Douala. D'ailleurs, ces amours, enfin, il y a une partie où on va peut-être en parler, l'amour, il est à Douala. Ben, on va justement en parler. Voilà. Alors, peut-être pas l'amour à Douala, mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi dans ce parcours d'immigration, c'est qu'un des autres récits qu'on entend, c'est, alors, il y a non seulement le fait, en effet, d'aspirer à une ascension économique, et en fait, c'est une réalité humaine, en effet, que tout le monde a, hein, même les Suisses, ils partent ailleurs pour ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans cette aspiration, la conjugalité, ou en tout cas le relationnel, joue aussi son rôle, et là, vraiment de manière contrastée. Donc, on va parler du rôle de l'amour dans ces histoires-là. Parce qu'il faut en parler. Donc, Andoun, ce que je trouve à la fois brillant, c'est que Andoun, elle n'aspire pas à aller avec un homme blanc français. Elle, on voit que c'est pas trop son truc. En tout cas, quand ses copines le voient, elle va avec ses pères dans le pays. Donc, elle reste très proche, finalement, de ses repères, de sa culture dont elle est aussi fière. Est-ce que c'est volontaire, ça, ou est-ce que c'est pas si flagrant ou frappant que ça? Comment dirais-je? Je crois que pour le personnage d'Andoun, il y a à la fois cette idée de se dire que parce que je pense que c'était aussi une idée très importante, que ce soit chez les personnes féminines ou masculines, tu vas en France et donc pour avoir une ascension sociale, surtout quand tu fais partie d'une catégorie de population quand même, faut le dire, vulnérable, pour avoir l'ascension sociale, il faut sortir avec un blanc. Voilà, faut sortir avec un blanc ou une blanche, par exemple.
Andoun, je crois que ça s'est pas passé comme ça parce que déjà très rapidement, elle a eu les papiers. Donc déjà, il y a quand même un enjeu là tout de suite des papiers. Et aussi, si on se souvient qu'Andoun, son idée c'est de revenir, il n'y a pas une idée de rupture vis-à-vis du Cameroun, quoi. Andoun, c'est pas son projet, en fait, de rompre totalement au Cameroun et de créer sa vie en France et de s'installer en France, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a aussi, du coup, dans sa démarche amoureuse, une envie de conserver, en fait, le Cameroun dans sa démarche. Et puis, il y a aussi, je pense, une question de proximité où elle est dans un milieu camerounais, elle est chez son frère, qui a ses amis camerounais ou des Africains, et donc elle va dans les milieux africains. Donc elle n'a pas forcément un désir particulier. En tout cas, le personnage n'a pas un désir particulier d'aller avec quelqu'un de blanc. Maintenant, j'avais envie de parler aussi du fait que moi, je suis une grande romantique, mais bon, on sait que c'est quand même le mythe. Non, on sait qu'il y a beaucoup de mythes dans le romantisme. C'est des légendes qu'on se raconte. C'est bien, on a tous besoin de berceuses. En ce moment, je dis souvent ça. On a tous besoin de berceuses. Mais, parfois, l'amour, c'est pas juste des fleurs. Parfois, il faut manger. Parfois, il faut survivre. Parfois, il faut faire survivre une famille. Parfois, voilà. Et donc, là-dedans, on va jeter toutes nos énergies pour aller faire survivre cette famille. Et par ailleurs, bon, j'ai pas eu trop le temps d'en parler dans le livre, je trouve que ces relations qui peuvent exister interraciales, comment dirais-je, c'est du don contre don. Absolument. Ouais. Je suis voilà. Donc, et je crois que je le mentionne. Et ça, c'est quelque chose qui est assez périphérique parce que c'est pas l'histoire d'Andoun en tant que telle, mais dans les conversations qu'elle a avec les femmes qui sont autour d'elle, on voit bien que c'est du don contre don. On voit bien que c'est du don contre don, que je trouve finalement, rétrospectivement, je me dis, c'est pour ça qu'il faut écouter les femmes noires, surtout quand on parle de féminisme. La question de ce que le couple hétérosexuel prend aux hommes et prend aux femmes, surtout prend aux femmes, la manière dont c'est souligné, je trouve que c'est vraiment très flagrant dans ces relations avec des femmes qui arrivent dans des situations, je dirais, complexes et qui se retrouvent sur un marché de la séduction à peut-être vouloir être avec des personnes qui sont sur le territoire, qui sont dans des situations plus stables. Et qu'est-ce qu'elles doivent offrir, en fait? Qu'est-ce qu'elles doivent donner, en fait? Ouais. Et ça, voilà, c'est quelque chose que j'avais envie d'aborder aussi parce que, évidemment, je suis une afroféministe, donc c'est la question du genre et des rapports de genre dans les couples amoureux m'intéresse. En tant que partie prenante, mais aussi en tant que personne, militante. Et je trouve que voilà, c'était une histoire que j'avais envie de raconter, oui, ouais. Ces amours complexes. Et aussi, en effet complexe. Et complexe, c'est aussi Andoun, elle continue à souhaiter. Mais c'est ça. Et puis elle apprend pas. Non, franchement, là, il va falloir vous faire votre propre opinion d'elle et ses relations amoureuses. Parce que franchement, à la fin du livre, tu te dis, mais Andoun, t'as toujours pas appris. T'as toujours pas appris. Pourquoi tu en remets à ces hommes? Il fallait apprendre quoi, du coup? Non, mais il faut pas déléguer aux hommes, là. Faut pas. Non, Andoun. Mais allons à Zacharie. Comme je disais juste, chacun ses berceuses. C'est ça. Chacun ses berceuses. Elle a rêvé. Mais vous rêvez. Zacharie, lui, alors il y a deux femmes qui jouent un rôle dans son, on va dire, alors je sais pas si c'est de l'épanouissement, mais en tout cas, disons qu'elles sont assez fondamentales dans son identité. Hein. Il y a Maëlle, et avant de parler de Julienne, j'aimerais qu'on parle de Maëlle, parce que là, j'ai trouvé extrêmement judicieux d'introduire une figure antillaise avec ces fameux rapports entre personnes d'Afrique, personnes des Antilles, et cette rencontre qui souvent se fait en effet dans l'espace hexagonal. Maëlle est antillaise, Maëlle vient d'une famille politisée qui sont fiers d'être noirs, sont fiers de la lutte noire, et Zacharie, lui... Zacharie, c'est pas son problème. Disons qu'il a d'autres stratégies. Pourquoi avoir voulu introduire cette figure de Maëlle qu'on comprend est essentielle, et surtout ensuite son rapport à Julienne, parce que là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Hein. D'abord, moi j'adore. L'amour c'est pas que les fleurs, il faut aussi manger. Fish. Period. C'est ça quand on est riche. C'est clair. Et puis je suis tellement d'accord avec toi. Non, on n'est pas romantique, on est romanesque. On n'est pas... tu vois, le romantisme, on a compris. et c'est vrai que
j'ai toujours trouvé intéressant, mais on le rencontre tellement. Et on croit qu'on est tous politisés de la même façon. Et on croit tous parce qu'on est noirs, on a tous la même expérience politique. Pas tant que ça. Quand tu grandis en Afrique, quand tu es Zachary et que tu viens de Newbel, le racisme n'est pas ton problème. C'est pas quelque chose que tu as expérimenté. T'as pas grandi avec le surplomb du blanc. T'as pas grandi comme les Caribéens ou les Antillais avec cette confrontation immédiate de l'autre, donc avec toute l'histoire. Et puis Zachary, il est hyper intelligent, il est brillant à l'école, mais il est relativement inculte sur les affaires du monde. Il n'a pas lu grand-chose, il connaît pas Bob Marley. Tous ces combats, il va les rencontrer avec Maël. Et quand Maël commence à lui dire le racisme ci, le racisme ça l'emmerde. Ça fait plus que l'emmerder. C'est-à-dire que ça le touche à un endroit où il veut pas être touché. Parce que c'est pas son trajet. Lui, ce qu'il veut, c'est se faire une place. Lui, ce qu'il veut, c'est trouver le bon ton, la bonne attitude pour évoluer dans cette société-là. Il n'est pas là pour combattre. Immédiatement, il se positionne comme quelqu'un qui ne va pas aller au combat. Avec l'idée du racisme, et il se dit que s'il ignore ça, en fait, ça va disparaître. Il a cette relation, quand il arrive à la fac, il a cette relation avec les étudiantes. Et je veux dire, il se gave en fait. C'est un homme à femme et il choisit Blanche. Et elles le choisissent aussi. Il y a une essentialisation de la relation qu'il peut avoir avec ses femmes. Et Maël, il tombe fou amoureux de Maël, mais il la connaît. Et elle le gêne et elle le dérange profondément. Elle est hyper éduquée, elle est politisée. Et même quand il essaye de lire, c'est-à-dire quand il essaie d'atteindre son niveau, c'est compliqué, il y a trop de chemin et c'est dur en fait pour lui. Si il écoute ce qu'elle lui dit sur la prof, il profite. Il se rapproche de la prof parce qu'il a des objectifs. C'est un calcul. Mais elle aussi, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe en général dans ces économies. Moi, j'appelle ça l'économie de la relation ou de l'affectif en fait. C'est parfait. C'est du donnant-donnant, don et contre-don. On sait pourquoi on est face à face. On ne se le dit pas, mais on le sait. Et Zachary et la prof, ils ne sont pas dupes de ce qui les lie. Et quand Maël vient mettre un mot dessus, en fait, ça humilie Zachary. Il n'aime pas. Et il n'aime pas et il déplace le débat et il la quitte parce que ce regard qu'elle pose sur lui, il n'est pas prêt à le supporter. Et c'est pas qu'il nie le racisme, c'est pas qu'il nie, mais simplement la politisation, le fait même de parler du racisme, ça le met en danger. Il sent profondément que ça le met en danger. Et il n'est pas suffisamment fort pour faire face à ce danger. Il n'est même pas persuadé à ce moment-là, à cette étape de son existence, il n'est même pas persuadé que ce soit nécessaire jusqu'à ce que ça le percute d'une façon où il ne peut plus reculer, en fait. Mais même quand il est père, d'habitude, on peut imaginer qu'une fois qu'il est papa, ça va le faire. Mais c'est même pas lui, en fait. C'est ses filles même qui sont politisées par leur maman blanche. C'est ça. Que vraiment... Mais en fait, Zachary est un homme empêché. Mais empêché de son propre fait. Il a toute une partie de lui qu'il a mise de côté. En fait, qu'il a enlevé du rapport à l'autre. Et qu'il a barricadé quelque part. À partir de là, son rapport à l'autre est forcément pauvre. Y compris dans l'amour, y compris dans les aspirations, y compris dans son rapport à ses filles, il y a une forme de pauvreté parce qu'il se protège tellement. Et quand tu te barricades, tu t'emprisonnes en fait. Tu te protèges pas seulement de l'extérieur, tu t'empêches de sortir. Et la possibilité d'une rencontre, la possibilité d'une ouverture n'arrive que quand Zachary est à nouveau complet. C'est pas possible avant. Ouais. Et cette complétude, et ça vraiment, on vous laissera le découvrir par vous-même parce que ça fait vraiment toute la poésie et la beauté de votre roman Le rêve du pêcheur. C'est que les femmes, en fait, ce qui est assez intéressant dans une perspective féministe, c'est que on comprend, on est dans des sociétés patriarcales où en effet les hommes ont des avantages structurels, mais dans le cas notamment de Zachary, on comprend que sans les femmes,
bah, il arrive même pas à se transcender, à devenir lui-même. Et c'est vraiment à la fois son retour. En fait, les femmes sont à la fois ce qui va faire le lien de la transmission, parce que c'est aussi sa mère qui a coupé la transmission. Et c'est en effet quand il non seulement comprendra la lignée de femme dont il vient, qui, à travers la lignée de femme, dit aussi son grand-père dont il porte le nom, et surtout ce fameux retour au village, parce que ce que je trouve magnifique dans ce roman, c'est tout le monde connaît son village. Comment ça se fait que tu ne connais pas le tien? Et ça, c'est vraiment la tourmente de Zacharie et on le comprend. Et c'est l'histoire de sa vie. On lui pose la question depuis qu'il a 10 ans, de dire, mais quel est ton village, en fait? Et la seule fois il pose la question à sa mère, la réaction est tellement... sa mère réagit avec une telle souffrance qu'il ne pose plus jamais la question de ses origines à personne. Et c'est quelqu'un, encore une femme qui lui tient la main et qui le ramène. Et en fait, à partir du moment où Zacharie comprend que le mal qu'on lui a fait n'est rien par rapport au mal qu'il s'est fait lui-même et par rapport à ce qu'il a autorisé qu'on lui fasse finalement. À partir du moment où Zacharie devient complet, alors seulement il est à l'écoute. Alors seulement tous les liens et toutes les paroles, il peut entendre ses filles dans leur lutte pour s'imposer dans une société raciste. Il peut entendre le désespoir et la solitude de sa femme. Il peut entendre sa mère, sa grand-mère. Et à partir de là, encore toutes les anciennes lignées de femmes, les mortes, les vivantes, les jeunes, sur plusieurs générations, tout d'un coup, le dialogue peut se faire. Mais le dialogue rien ne pouvait atteindre Zacharie tant que il était barricadé dans sa propre peur et dans sa propre culpabilité, en fait. Absolument, absolument. On arrive gentiment, mais sûrement à la fin de cette conversation, histoire de tenir le temps. Est-ce qu'il y a, on peut prendre une question du public? Est-ce qu'il y en a? Bon, bah, vous m'arrangez la tâche, merci. Alors, vraiment, les binômes sont faits vraiment avec énormément de finesse et d'intelligence par Gladys, mais de vraiment des lectures que j'ai menées, je vous recommande de lire ces deux romans ensemble. Ils se valent l'un pour l'autre, mais en complément, ils sont d'une richesse vraiment absolue. Et c'était encore une fois un honneur de discuter de ce sujet avec vous, de discuter rêves, de discuter aspirations, mais surtout les effets concrets, matériels de ces rêves. Oui, on peut rêver, mais chaque rêve, en fait, a ses conséquences. Et il y a même des fois des dons qui disent: faites attention à ce que vous rêvez, parce que quand vraiment ça se matérialise, il faut aussi penser aux conséquences de la matérialité. Moi, je peux juste dire ça, c'est que en fait, peut-être qu'on est dans une société qui oublie que on doit sacrifier pour avoir. Et donc, parfois on oublie ce qu'on a sacrifié, parfois on oublie ce qu'on a lâché, mais on doit lâcher pour obtenir. On doit donner, on doit offrir en fait pour avoir en fait. Et je crois que c'est ça aussi les choses, les rêves en fait. On abandonne souvent des choses. Mais après, on fait des choses vraiment plus belles. J'étais ravie de cette conversation. C'était la sagesse de la fin. Les deux autrices sont disponibles pour une séance de dédicace qui se trouve là-bas vers la caisse. Donc vous pouvez prolonger, poser vos questions également. Vraiment, je vous remercie pour ce moment et à bientôt pour vos prochaines œuvres.